Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un chapitre d'algèbre linéaire sur les espaces vectoriels. Alors c'est un chapitre assez important, il est un peu abstrait au premier abord en première année, mais après si vous le comprenez il devient assez simple. C'est un chapitre qui va vraiment changer votre vision des mathématiques radicalement comme les structures algébriques. Et la grande nouveauté c'est que ici il ne faut plus considérer les vecteurs comme étant des petits objets fléchés possédant une direction, un sens et une norme, mais comme des objets algébriques à part entière, tels que des matrices, des suites, des fonctions, et on va pouvoir vraiment déceler tout un univers dedans. Une notion omniprésente en algèbre, évidemment, on analyse aussi plus tard, et même en physique, en mécanique quantique, qui est fondamentale pour étudier le monde à l'échelle microscopique, et aussi en ingénierie parfois. Donc c'est vraiment un chapitre hyper important en mathématiques. Donc commençons sans plus tarder pour définir ce que c'est qu'un espace vectoriel. Alors un espace vectoriel, l'idée c'est assez simple, c'est que vous allez avoir un ensemble d'objets qu'on va appeler vecteurs, qui peuvent être des polynômes, des suites, des matrices, des fonctions, peu importe. Et vous allez pouvoir les additionner entre eux. Donc quand vous prenez un élément issu du produit cartésien de l'ensemble avec lui-même, et vous allez pouvoir additionner les vecteurs entre eux. Vous pouvez aussi prendre un élément du corps de base. Donc on se rappelle qu'un corps c'est un anneau commutatif intègre qui va venir opérer sur cet ensemble vectoriel. Donc un lambda, et il va venir multiplier un de vos vecteurs. Donc vous avez deux choses dans un espace vectoriel, vous avez la multiplication et l'addition qui sont définies. Et pour savoir si votre structure définit bien un K espace vectoriel, ou K c'est le corps qui va opérer sur votre espace, alors il y a plusieurs conditions à vérifier. Vous avez 4 conditions à vérifier. D'abord, vous devez vérifier que votre ensemble vectoriel muni de l'addition est un groupe abélien. Donc, comme pour les structures algébriques, vous vérifiez qu'il y a associativité, inversibilité des éléments neutres, stabilité par la loi et commutativité. Deuxième chose, vous vérifiez l'associativité. Donc si vous avez alpha fois bêta fois v, ça vous donne alpha fois bêta fois v. Troisième chose, l'élément neutre du corps multiplié par n'importe quel vecteur de votre ensemble donnera toujours v, quel que soit le vecteur. Quatrième chose, vous avez distributivité vectorielle à droite. Donc alpha plus bêta, le tout fois v égale alpha fois v plus bêta fois v, par distributivité. Et ça, c'est des règles de calcul à vérifier. Si ces 4 conditions sont vérifiées, alors votre structure est bien un K espace vectoriel. Un petit lemme très utile pour savoir si votre structure est un K espace vectoriel sans redémontrer les propriétés, si vous voulez vérifier vite fait, c'est que vous avez ces 5 choses. Le premier, c'est que le 0 de la multiplication multiplié par n'importe quel vecteur donnera toujours 0. Un élément du corps de base fois l'élément neutre de votre espace vectoriel donnera toujours l'élément neutre de votre espace vectoriel. Si vous faites moins 1 fois n'importe quel vecteur, ça donnera toujours moins v, quel que soit le vecteur. Si vous faites moins fois alpha fois v, ça donnera moins alpha fois v égale à alpha fois moins v, juste règle des signes. Distributivité du moins par rapport à la multiplication, c'est la règle. Et si vous avez alpha fois v qui vaut l'élément neutre de votre espace vectoriel v, alors c'est que soit alpha vaut 0, soit v égale à l'élément neutre de votre espace vectoriel. Maintenant, comme pour les groupes, il y a des sous-groupes, pour les ensembles, il y a des sous-ensembles, pour les anneaux, il y a des sous-anneaux, on aura toujours à une structure une sous-structure. Et pour l'espace vectoriel, on a le sous-espace vectoriel. Donc l'idée est simple, c'est que vous allez avoir un ensemble qui sera contenu dans un espace vectoriel et qui va lui mettre un mini-espace vectoriel. Donc il va avoir les caractéristiques, il va se comporter comme une sorte d'espace vectoriel et il sera contenu dans un plus gros. Donc, comment vous vérifiez ? Donc on considère V un K espace vectoriel et W une partie dans V, donc W est contenu dans V. On dit que W est un CF de V si vous avez deux choses. Premièrement, la stabilité par l'addition, c'est-à-dire que si vous additionnez deux éléments de votre sous-espace W, V plus W, ça restera dans W. Il y a une stabilité par l'addition. Si vous faites V plus W, vous n'allez pas vous retrouver dans un autre ensemble U, vous n'allez pas sortir de W. Et ça montre que, entre guillemets, votre sous-espace vectoriel est fort. Par la loi d'addition, tout le monde reste dans W. Pareil pour la loi de la multiplication par un scalaire, on reste dans W aussi. Si ces deux choses sont vérifiées, alors vous définissez un sous-espace vectoriel. Il y a une troisième condition qu'on peut dire, qui est que l'élément neutre de l'espace vectoriel V est contenu dans W. Mais ça, si vous pouvez la démontrer, en fait, vous pouvez la démontrer à partir de ces deux trucs. Donc, automatiquement, si vous avez démontré ces deux trucs, ça implique la troisième condition.
Des types de réarrangements particuliers dans les espaces vectoriels, on retrouve la combinaison linéaire. Donc qu'est-ce que c'est? L'idée est simple, vous prenez une famille de vecteurs V1, Vn et lambda 1, lambda n des scalaires. On définit le vecteur V comme étant la somme priale de 1 des lambda IVI, appelé aussi vecteur combinaison linéaire. Tout ce que ça veut dire, c'est que vous avez un vecteur. Vous pouvez avoir un vecteur que vous pouvez obtenir à partir de sommes d'autres vecteurs, qui peuvent être pondérés par un lambda. Donc en gros, par exemple, vous pouvez obtenir une matrice à partir de combinaisons linéaires d'autres matrices. Vous pouvez obtenir un polynôme à partir d'une combinaison linéaire d'autres polynômes. Des fonctions à partir d'autres fonctions. C'est juste ça. Vous pouvez générer un vecteur à partir d'une combinaison de l'autre. Et justement, c'est la caractéristique principale de ce qu'on appelle un espace générateur. Donc un espace générateur, c'est quoi? On considère un espace vectoriel G, on appelle vect de G, ou en anglais spam de G, espace générateur, qui est en fait l'ensemble des combinaisons linéaires de tous les vecteurs possibles que vous pouvez générer dans G. Donc petit g, c'est un vecteur dans grand G, et on a la somme allant de 1 à n des lambda ij. C'est tous les vecteurs possibles que vous pouvez générer dans cet espace vectoriel. Et tout ça, la taille de cet espace générateur, ça va dépendre de n, quoi. Vous pouvez, I va varier, I va vraiment définir toutes les possibilités de combinaisons linéaires que vous pouvez avoir. Et c'est pour ça qu'on appelle générateur. Vous générez plein de vecteurs possibles grâce au variant I et à l'expression donnée. Alors c'est important de démystifier cette histoire de vecteurs. Comme je vous l'ai dit au début, il faut vraiment éviter de s'imaginer les vecteurs comme des flèches avec une direction à sens énorme. C'est des polynômes, des suites, des fonctions, ça peut être n'importe quoi. Donc quand on dit toutes les combinaisons linéaires possibles, il ne faut pas s'imaginer des relations de Chasles ou des règles du parallélogramme dans le plan. C'est comme on le fait au lycée avec des objets et des flèches. C'est pas du tout ça l'idée. Le truc, c'est que un espace générateur, par exemple, pour les polynômes, vous prenez 3 vecteurs, qui est 1, x et x carré. C'est tout sauf le u avec une flèche. C'est des monômes, c'est des vecteurs, et vous pouvez générer tous les polynômes de degré 2, justement, à partir des... l'espace générateur, c'est a plus bx plus cx carré. Où a, b et c, c'est les coefficients de la combinaison linéaire. Et avec ça, vous pouvez générer plein de polynômes de degré 2 différents. Un autre exemple pour les polynômes, c'est l'espace générateur pour les deux vecteurs 1x. L'espace générateur à partir de 1 et x, c'est a plus bx, où a et b, c'est les coefficients de la combinaison linéaire. Et ça va vous générer tous les polynômes de degré 1 différents, qu'on peut assimiler à une droite. C'est pour ça qu'on dit qu'une droite, c'est un espace vectoriel. C'est un espace générateur issu des vecteurs 1x. Donc voilà, c'est vraiment important. Là, on l'a montré avec des polynômes, mais bien sûr, on pourrait faire la même chose avec des matrices ou des suites. Et ça nous amène à la définition de ce que c'est qu'être linéairement indépendant. Donc peut-être que si vous avez été passé au bac, vous avez vu cette définition dans le cadre d'une géométrie dans le plan, un peu. Mais là, ça va être assez différent. Donc on va considérer V un espace vectoriel, V1, Vn, une famille de vecteurs. On dit qu'elle est linéairement indépendante si l'équation somme prix allant de 1 à n des lambda IVI égale à 0 a pour unique solution lambda 1, lambda n égale à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que vous avez V1, Vn, une famille de vecteurs, et n, en fait, ça va définir un peu... Vous allez résoudre un système. Un système avec des coefficients et des vecteurs. Et n, ça va définir le nombre d'inconnus, donc le nombre d'équations que vous aurez dans le système. Et toujours, si vous voulez que cette famille soit linéairement indépendante, eh bien, alors attention, ça peut être... ça dépend, mais en gros, ça dépend, c'est pas forcément un système, mais ça peut être d'autres trucs. Mais vous aurez une équation avec des coefficients, et vous devez toujours trouver que lambda 1, lambda n égale à 0. C'est l'idée. Tandis qu'une famille linéairement dépendante, c'est pas du tout la même chose. Donc si vous avez une famille V, on dit qu'elle est linéairement indépendante si et seulement si, donc condition nécessaire et suffisante, si un vecteur de la famille est combinaison linéaire des deux autres. Bon, des deux autres, mais ça peut être des n autres, quoi. Donc si vous trouvez un vecteur, par exemple, dans R3, vous avez V1, V2, V3, et que vous trouvez que V3 peut s'écrire comme étant K fois V1 plus K' fois V2, cette famille, V1, V2, V3, est linéairement dépendante. Elle est linéairement dépendante, l'un dépend de l'autre
par rapport à une équation. Et tout cela, si on comprend bien ce que c'est que d'être linéairement indépendant, un espace générateur, tout ça, ça nous amène à définir une structure fondamentale pour les espaces vectoriels qu'on appelle une base. Une base, c'est quoi? Donc on considère B, une famille de vecteurs VI, où on dit qu'elle est base si B est génératrice de V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez générer tout votre espace vectoriel V à partir d'une combinaison linéaire juste des vecteurs qui sont dans B. Donc vect de B égale à V. Deuxième chose, et ça c'est une deuxième chose pour savoir si c'est une base, alors B est linéairement indépendante. Elle vérifie les conditions qu'on a vues avant. Si vous avez vu ces deux choses, ça veut dire que votre structure est une base de l'espace vectoriel. La base de l'espace vectoriel, c'est vraiment le cœur de l'espace vectoriel. C'est vraiment un peu son poumon, quoi. C'est une structure hyper importante. Un petit exemple de base qu'on peut avoir, c'est pour les polynômes de degré 2 à coefficient dans R. Donc on peut avoir comme base les trois monômes 1x et x carré. Avec juste ces trois vecteurs, vous pouvez générer tous les polynômes de degré 2 possibles à coefficient dans R. Et vous pouvez vérifier ces trois vecteurs sont bien linéairement indépendants. Pareil pour les matrices, à partir des matrices carrées de dimension 2 x 2 à coefficient dans R, vous pouvez générer toutes les matrices de M de R juste à partir des 4 matrices ici, des combinaisons linéaires des 4 matrices ici. Et ces 4 matrices en plus sont linéairement indépendantes. Par rapport aux bases, on a un lemme un peu compliqué qu'on appelle le lemme de Steytich. Donc on considère V un espace vectoriel, V1, Vn une famille de V libre et W1, Wn une famille dans V. L'espace engendré pour V1, Vm, donc on a une relation ensembliste qui est que l'espace engendré de V1, Vm est inclus dans l'espace engendré de W1, Wn. Où M, ça va définir la taille de l'espace générateur V1, Vm, et N, la taille de l'espace générateur W1, Wn. Vu que vect de V1, Vm est inclus dans W1, Wm, donc W1 de vect de W1, Wn est plus gros, alors ça veut dire qu'en gros, vu que M définit la taille de V1, Vm, et que N définit la taille de W1, Wn, ça veut dire que M est inférieur ou égal à N. Pourquoi ça peut être égal? Parce que les deux espaces peuvent être confondus. 2, on peut changer M vecteur de W1, Wn avec V1, Vm sans changer l'espace engendré. Ça veut dire quoi? Vu que vous avez vu qu'il est plus gros, l'espace W1, Wn est plus gros que l'espace V1, Vm, vous allez pouvoir prendre tous les éléments, la quantité d'éléments qu'il y a dans V1, Vm et tout réarranger dans W1, Wn vu qu'il est plus gros en fait. Par contre, vous ne pourrez pas réarranger N vecteurs dans V1, Vm, parce que là, il y a un souci d'ordre de grandeur. N, c'est la collection d'objets qu'on a dans W1 et Wn, dans la famille de W, est plus grande que la collection d'objets qu'on a dans V. Donc, vous ne pourrez pas réarranger cet espace sans le modifier. Si vous avez ces deux choses, donc ça, c'est les deux choses qui découlent de cette relation, qui ne sont pas faciles à se visualiser, mais c'est juste une relation combinatoire. Mais en général, les règles combinatoires, c'est souvent un peu bizarre. Comprendre ceci, ça va nous permettre d'aborder les attributs des espaces vectoriels, notamment la dimension. La dimension dans un espace vectoriel, c'est juste le nombre d'éléments qu'on a dans chacune des bases. Dans un espace vectoriel, chacune des bases a le même nombre d'éléments. C'est un entier n. Vous dénombrez le nombre que vous avez dans ces bases-là et vous avez la dimension de votre espace. Et par rapport à ça, on a des conditions sur la dimension. Donc si vous avez deux espaces vectoriels dont W est inclus dans V avec dim de V vaut n, dim de W est inférieur à dim de V. Et si dim de W est égal à dim de V, c'est que les deux espaces vectoriels sont les mêmes. Donc ça, c'est assez trivial. Et vous vous demandez justement certainement comment construire une base à partir de deux autres. C'est justement ce que dit cette propriété. Si vous avez V un espace vectoriel avec W1 et Vn une famille dans V, linéairement indépendant, et supposons qu'on a une autre famille W1 WS qui est inclue dans le V, telle que l'espace générateur à partir de ces deux familles génère tout V. Alors, si vous avez qu'un espace générateur qui combine la famille de V et la famille de W, ce même espace générateur qui combine ces deux familles génère tout V, alors vous voulez trouver une base, vous vérifiez d'abord que c'est linéaire. Déjà, on le sait, on l'a supposé que c'est linéairement. On a un truc linéairement indépendant. On peut former une base en ajoutant W1 WS à V1 Vn. Juste ça. Vous pouvez former une base en les additionnant les unes sur les autres. Donc là, vous aurez en trois collades W1 WS, V1 Vn, qui est une base de V.
juste en les additionnant, quoi, en superposant les deux bases. Est-ce qu'on peut retrouver ce comportement pour des sous-espaces vectoriels? Est-ce qu'on peut les additionner comme ça? C'est ce qu'on va voir. Donc si on prend double U1, UN des sous-espaces vectoriels de V, une liste de sous-espaces, parce qu'il y en a plein, alors leur somme, elle est définie comme étant grand U1 plus, etc., grand UN, qui vaut juste en fait la somme des éléments. Donc si vous voulez générer la somme de deux sous-espaces vectoriels, il faut juste que vous définissez par compréhension, et qu'en gros, c'est juste la somme des éléments de chacun de ces deux sous-espaces. Donc c'est assez naturel. Et c'est pourquoi ça nous semble assez naturel, parce que ils sont un peu partout et on les manipule souvent sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui est magique un peu avec les espaces vectoriels. Quelques lemmes qu'on peut retenir par rapport à la somme des sous-espaces: si vous avez U1, UN des sous-espaces de V, alors U1 plus UN est un sous-espace de V. Ça reste. Donc c'est stable. C'est des structures assez stables, ce qui explique pourquoi on a U1 plus UN qui reste un sous-espace. U1 plus UN, le tout fois UN, est égal en fait à l'espace engendré de la réunion de tous ces sous-espaces. Ça, c'est une égalité plus ou moins triviale. Et une troisième beaucoup moins évidente, la dimension de U1 plus UN jusqu'à UN, donc la dimension de toute cette somme, est inférieure ou égale à la somme pour y allant à 1 des dimensions. Donc ça, c'est moins évident. Donc vous pouvez vous amuser à les démontrer, ces trois. Ça peut être un excellent exercice. La troisième est moins évidente, mais les deux autres, si vous posez bien les choses, vous pouvez facilement les démontrer. Donc quand on somme des sous-espaces, on peut se demander, je somme des sous-espaces, c'est bien, mais comment savoir la dimension de la somme? Eh bien, la formule de Grassmann nous l'a dit. Donc on considère deux sous-espaces UW inclus dans V, et on veut savoir la dimension. Donc la dimension de U plus W, c'est juste la somme de dimension de U plus dimension de W moins dimension de U inter V. Donc pour comprendre cette formule, on peut se la représenter avec un petit schéma. Donc imaginez simplement que U, c'est un plan, U et W, c'est deux plans qui sont séquents les uns sur les autres. U inter V, c'est juste les doublons qu'on a. Parce que déjà, vu qu'on a additionné dimension de U plus W, quand on enlève dimension de U inter W, on enlève les doublons qu'on a déjà comptés dans dimension de U plus W. Donc là, ce qui est en rouge, c'est vraiment les éléments en commun qu'on enlève, qu'on a déjà comptés. Et justement, on a plein de types de sommes différents, notamment la somme directe. Donc quand on dit que U1 et U2 sont en somme directe, on le note comme ça, un rond avec une croix au milieu. Ça veut dire simplement que il existe une unique combinaison linéaire entre petit v éléments de grand V et U1 et U2. Autrement dit, s'il existe une unique combinaison linéaire, ça veut dire que l'intersection entre U1 et U2 est vide. Donc il n'y a pas d'élément en commun entre U1 et U2, donc on peut associer qu'une unique combinaison linéaire pour avoir V justement. Et donc dans ce cas-là, si vous avez que V peut s'écrire comme étant U1 plus U2 et que l'intersection entre U1 et U2 est vide, c'est que vous êtes en somme directe. Cela nous amène à un théorème hyper important qui est justement utilise cette caractérisation de la somme directe qui dit que si vous considérez des sous-espaces U1 et UR des CF de V, alors les propositions sont équivalentes. Si vous avez que tous les sous-espaces vectoriels de V sont en somme directe pour I allant de 1 à R, ça implique que tout V s'écrit de façon unique comme somme d'éléments de UI, et que si pour I allant de 1 à R, V1 carré à VR carré est une base de UI. Alors bêta, qui est l'associaton de ça, est aussi une base, et la dimension de V est la somme de ces sous-espaces. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui peut être hyper utile. Au lieu de passer des plombs à démontrer un truc, vous pouvez utiliser ces choses-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.